Bien, donc bonjour à tous. J'espère davantage que vous portez bien ainsi que vos familles dans ces moments de confinement. Soyez prudents en respectant les barrières sanitaires recommandées. Alors, dans cette vidéo et dans le cadre du module de l'évaluation des connaissances des apprentissages mathématiques, je vais vous parler de l'aspect pratique de l'évaluation dans un cadre, dans une classe de mathématiques et dans le cadre scolaire. Alors, si on a parlé dans les vidéos précédentes de l'évaluation dans ses dimensions académiques et philosophiques, il me semble que l'une des constantes pédagogiques à garder est la question récurrente, comment évaluer avec un minimum de subjectivité l'évaluation, comment plus globalement évaluer avec une équité dans un tel processus. Alors, toutefois, c'est l'enseignant à l'université dispose d'une sorte de liberté académique qui lui permet néanmoins de choisir les situations évaluatives dans un examen selon ses considérations, ou encore d'attribuer des poids ou des notes selon ses convictions. Alors, dans notre cadre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, dans le cadre scolaire, c'est pas tout à fait la même chose. De fait qu'on dispose d'une sorte de guide à suivre. Il s'agit des orientations pédagogiques précises, expliquant ainsi un calendrier pédagogique précis, expliquant des chapitres précis et des points ou des notes précises à respecter, bien entendu selon les niveaux ou bien selon les filières de secondaire. Il s'agit précisément des notes ministérielles et je vais citer ces deux notes. Il s'agit de la note ministérielle 192 et 142 se rapportant à l'encadrement et les modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation mathématique au cycle secondaire. Ceci dit, je vais dans un premier moment vous parler des modalités de conception des contrôles continus pour le cycle qualifiant. Et vous pouvez toutefois faire de même pour le cycle collégial en se référant à la note ministérielle pertinente que vous allez trouver en pièce jointe dans la plateforme, particulièrement dans la rubrique de module EVA. Alors, dans une série de remarques, on va lire soigneusement cette note. On commence d'abord par, donc je vais partager avec vous cette note ministérielle qui concerne, l'évaluation et modalités d'organisation pour le cycle qualifiant. Voilà donc. Voilà. Il s'agit d'abord, comme vous voyez, de logo de ministère, et ça c'est important. Et il faut faire attention parce que ce logo a été changé récemment. Le nom même du ministère, il faut être si vigilant en respectant le nom en vigueur. Et puis, il y a le numéro, ou bien la référence de la note, c'est la note 142-08. Donc, ça, 142, c'est en général la note ministérielle qui se reporte à l'évaluation au cycle secondaire. Et le 08, il indique la discipline des mathématiques. Ça veut dire qu'il y en a d'autres disciplines, d'autres numéros qui sont attribués à d'autres disciplines. Mais pour les mathématiques, c'est le 0. Et en total, c'est la note ministérielle numéro 142-08. C'est important de retenir ceci parce que lors d'un examen professionnel, vous aurez à citer comme référence. Alors, il convient également de signaler lors de la citation de cette référence de citer la date, c'est-à-dire on écrit, c'est la note ministérielle numéro 142-08 de 16 novembre 2007. Alors, 16 novembre 2007, le message qui se cache derrière, c'est que jusqu'à maintenant, on travaille avec, par exemple, les manuels scolaires
depuis 2007. C'est-à-dire, s'il y aura, et il y aura certainement, d'autres manuels scolaires, le changement sera à partir de la nouvelle date d'inscription de nouveaux manuels. Et maintenant, on travaille en quelque sorte avec les manuels depuis 2007, c'est-à-dire le changement des curriculums ou bien des programmes se date de 2007. Alors, cette note est destinée aux directeurs des AREF, également aux directeurs provinciaux et inspectrices, inspecteurs pédagogiques et également aux chefs des établissements scolaires et plus particulièrement aux enseignantes et aux enseignants des mathématiques au cycle qualifiant. Alors, l'objet, c'est l'évaluation pédagogique au cycle secondaire des mathématiques. Et puis, on va lire ça soigneusement, ligne par ligne. Vous aurez à lire ça en arabe, mais quand même, je vais essayer de faire une traduction. Premièrement, la note parle des méthodes, si vous voulez, de contrôle continu. Alors, le contrôle continu se répartit le long de 2 trimestres pour chacune des années scolaires, pour le tronc commun, première et la deuxième année baccalauréat. Alors, le contrôle continu se base sur différentes méthodes de mesure et d'évaluation, à savoir des questions, et des exercices, des devoirs maison et des devoirs continus, et bien sûr, autre chose, par exemple, des projets, la participation. Et ça, c'est important parce que dans une classe, il y a toujours une histoire. Et donc, l'enseignant, il est mieux placé pour avoir une idée du niveau ou bien de la réaction de ses élèves depuis des questions échangées dans une classe de mathématiques. Pour le troisième point, la responsabilité de conception d'un devoir surveillé revient à l'enseignant. Et c'est lui, l'enseignant responsable de classe, c'est lui qui devrait préparer les devoirs pertinents selon les méthodes de mesure et les outils différents de l'évaluation. Pour le quatrième point, la responsabilité de contrôle des contrôles continus, c'est la responsabilité de l'enseignant. Elle est aussi censée d'écrire un rapport de l'examen la semaine suivante pour la modalité de mise en œuvre et puis de donner les copies corrigées aux élèves pour qu'ils puissent retrouver, voir de plus près leurs erreurs et cela depuis des réponses modèles et un barème précis. Et on va voir ça dans le tableau des orientations pédagogiques. Après l'examen, le devoir surveillé, l'enseignant devrait donner à l'administration, c'est-à-dire surveillant général, ou bien au proviseur de l'établissement, l'ensemble des notes dans la semaine qui suit la réalisation de l'examen accompagné des copies des élèves pour que ces derniers puissent peut-être consulter ces copies aussi bien que leurs parents et également les inspecteurs pédagogiques. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'enseignant ne devrait pas prendre avec lui ses copies, il faudra laisser ceci à l'administration. Les sujets des devoirs continus et des devoirs maison et aussi les barèmes et les dates de réalisation de ces devoirs doivent être comprises et rédigées soigneusement dans le cahier des textes. Les élèves doivent être informés par les dates prescrites pour les devoirs
avec un arrangement ou bien un accord auprès des autres enseignants pour ne pas leur dire la tâche aux élèves, c'est-à-dire il est préférable, par exemple, de parler avec l'ensemble des enseignants d'une filière pour ne pas avoir tracé 3 ou 5 examens dans une semaine. Dans le cas d'une absence, l'élève va avoir une deuxième chance pour se rattraper, et si l'absence n'est pas justifiée, elle méritera 1-0. Voilà donc pour les points qui concernent les méthodes de contrôle continu. Alors pour nous, en mathématiques, pour calculer la moyenne trimestrielle de contrôle continu, il s'agit de la moyenne arithmétique des notes que l'élève a lors des contrôles continus. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas plus. Donc, pour la moyenne, il n'y a pas, par exemple, une note qui sera attribuée comme les autres matières scientifiques, la participation, ou bien l'assistance, ou bien des activités parallèles. On se contente, dans le cadre mathématique, de calculer la moyenne arithmétique. Donc, il y a peut-être une discussion auprès des enseignants des mathématiques sur ce point, parce que il n'y a pas vraiment un pouvoir ou bien une motivation à part la note que l'élève a récoltée lui-même dans les devoirs. Pour le deuxième point, la moyenne arithmétique, bien sûr, il prend en considération les coefficients selon les filières, par exemple, et selon aussi les niveaux. Pour les troncs communs, c'est 4. Pour les sciences expérimentales, c'est 7. Et pour les sciences mathématiques, par exemple, c'est 9. Donc, il y a tout un tableau qui précise ces coefficients. Alors, voilà l'essentiel. C'est depuis ce tableau que j'aimerais bien vraiment discuter avec vous. C'est concernant la partie pratique de la réalisation d'un examen. Alors, il faut bien voir ceci dans les cahiers de texte. Par exemple, il faut bien choisir les niveaux, les filières que vous avez et garder une copie de ce tableau dans votre cahier de texte et essayer de le respecter. Alors, pour le premier semestre, pour l'examen, l'examen ou bien le devoir maison, il doit être prescrit pour la deuxième semaine. Pour l'examen, pour le devoir surveillé, c'est pour la 5e semaine. Vous voyez qu'il y a 3 semaines qui séparent ces 2 devoirs. Et pour la durée de réalisation, c'est 2 heures pour ce niveau-là, le tronc commun scientifique et le tronc commun technologique. Donc, voilà un premier message, c'est qu'il faut avoir une durée de 2 heures. Il n'y a pas un examen de 30 minutes ou bien d'1 heure, ou bien d'1h30. Donc, ça devrait se faire en 2 heures. Et pour la correction, alors pour le devoir maison, c'est le 4e semaine, donc il faut attendre 2 semaines pour faire le corriger. Vous voyez, c'est exactement la semaine avant la prescription du devoir surveillé. Et bien évidemment, regardez, une semaine de plus que les élèves doivent corriger l'examen. Donc, c'est important parce qu'il y a des comportements qui ne sont pas vraiment très satisfaisants de la part des enseignants, à savoir, par exemple, corriger un devoir surveillé après un mois. Donc, il faut essayer de faire ça le maximum possible. Là où les idées sont encore fraîches, c'est les élèves. Alors, pour les compositions de l'examen, donc attention, on devrait essayer de respecter ces compositions. Il y a d'abord le premier chapitre, c'est l'ensemble N et notions d'arithmétique. Il y a le deuxième chapitre, c'est le calcul vectoriel. Et enfin, la projection. Vous pouvez constater que les manuels scolaires ne
garde pas souvent cet ordre, mais voici, depuis ce tableau, vous pouvez bien savoir le chapitre suivant, ou bien le calendrier, ou bien la répartition des chapitres. Et pour la la dernière colonne, on a le poids, c'est-à-dire c'est 60%, ça veut dire 12 sur 20 pour le premier chapitre, 25% pour le deuxième chapitre, calcul BRTS, 5 points, et enfin 3 points pour ce chapitre de la projection. Donc voilà donc l'idée en général. Vous pouvez se référer à ce tableau pour faire aussi également le deuxième contrôle et le troisième contrôle, et c'est de même aussi pour le deuxième semestre. Et vous allez trouver également la même chose pour le cycle collégial. Alors, voilà donc en gros, j'espère que vous avez compris la démarche, mais j'aimerais bien finir cette vidéo avec vous en revenant sur l'une des problématiques de l'évaluation, à savoir l'équité. On a distribué à un groupe, et c'est une expérimentation qu'on a déjà pratiquée pour 3 groupes avec un nombre de 100 professeurs stagiaires. On leur a distribué une copie d'examen, on leur a demandé tout simplement de la corriger. Alors, les résultats sont étonnants. Vous voyez que c'est pour le même examen, il y en a des profs qui ont donné 6 sur 20 et d'autres 13 sur 20. Donc ici, on a la répartition des élèves. Il y a aussi un autre exemple. Voilà. Donc pour une autre promotion, regardez ici, c'était depuis 2016. Ça, c'est un autre groupe. Et vous pouvez voir que la note minimale a été 5,75 et puis on a la note 13 50 pour vous donner l'idée que c'est une question vraiment qui dépend de la subjectivité de l'enseignant, malgré des injonctions, malgré des précisions et malgré la nature même des mathématiques, parce que on a cette tendance à ce que les choses devront être claires, mais une fois que l'enseignant arrive sur le corrigé, la correction de la copie, il y a d'autres paramètres ou bien d'autres convictions et d'autres considérations qu'il prend en compte. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo était importante du point de vue pratique. Prenez soin de vous encore une fois et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.